Donc, ben, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à tous pour votre présence. Effectivement, comme a dit Faude, c'est un sujet très intéressant et très important dans l'aérien. C'est important dans tout un tas de domaines, hein. J'avais mis dans la présentation de la conférence une petite étude, enfin une grosse étude en économétrie qui démontre que les problématiques de sommeil et donc de fatigue dans le monde génèrent des pertes de croissance, de produits intérieurs bruts notamment dans les pays occidentaux. Mais évidemment, dans l'aérien, ce qui nous concerne nous, qu'on soit pilote, contrôleur, hôtesse de l'air, steward, évidemment, nous, les impacts vont être principalement sur la sécurité, donc la performance de notre travail, donc la sécurité, mais évidemment aussi sur la santé des agents. Donc, comme l'a dit Faute, c'est un enjeu très important. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente ça. Effectivement, donc, je suis ICNA, j'ai fait une dizaine d'années de contrôle aérien au centre en route de Reims. C'est à cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la fatigue, notamment à la naissance de ma première fille. Vous le savez probablement, ceux qui ont eu la chance d'avoir des enfants. Un nouveau-né, ça dort différemment, on va dire. Ça dort beaucoup, mais différemment. Et donc, je me suis retrouvé à aller contrôler des avions dans un état de fatigue assez important, puisque j'avais des heures de sommeil en retard, hein, on va dire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques. Et en revenant à l'ENAC en tant qu'instructeur, j'ai commencé à suivre ce sujet-là, notamment en regardant les travaux que l'OACI était en train de mener, travaux réglementaires, mais aussi en regardant aussi les aspects scientifiques. Et donc, on a créé le pôle d'expertise du FRMS, Fatigue Risk Management System. Ça fait maintenant 6 ans qu'on a créé ce pôle. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Donc, globalement, j'en ai pour, on va dire, 40 minutes, 35-40 minutes de présentation. Alors, à savoir qu'habituellement, c'est une présentation que je fais en 2 heures, 2 heures et demie, hein, quand on se déplace sur les centres. Donc, vous imaginez bien que j'ai fait une synthèse. J'ai essayé de faire une synthèse, mais bon, c'est un peu comme essayer de rentrer tout un tas de choses dans une boîte à chaussures. Ce n'est pas évident, mais bon, j'espère que c'est assez synthétique et que l'essentiel ressort. Mais si on veut avoir le temps de poser des questions à la fin, donc voilà. Donc, globalement, le plan, je vais vous présenter le pôle FRMS de l'ENAC, hein, qui le compose, ce qu'on y fait. Je vais ensuite aborder des aspects scientifiques sur la fatigue. Vous avez déjà probablement quelques connaissances, mais on va en parler un petit peu. Ensuite, quelque chose qui nous est important, nous, dans l'aérien, le lien entre la fatigue et la sécurité des vols, mais aussi la santé des agents. Un peu de réglementation, alors ce n'est pas la partie la plus sexy, comme on dit, mais bon, il faut en parler un petit peu pour savoir comment nos autorités de régulation travaillent ce sujet. Et après, on va voir comment on peut améliorer, enfin en tout cas essayer de gérer les aspects fatigue dans les organisations. Alors tout ça avec vraiment des choses pas trop détaillées parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il ne faudra pas hésiter à revenir les questions ensuite et dans un second temps, même dans le futur, vous avez mon mail, je pense, ça sera très facile, ça sera sur le descriptif de la conf, a posteriori, vous pourrez m'envoyer des questions. Et à la fin, toute à la fin, je fais une petite ouverture sur des possibilités de R&D futures. J'ai vu qu'il y avait des gens de Thales qui sont là. D'ailleurs, je parle d'un de leurs projets qui est en cours. Alors, le pôle FRMS de l'ENAC, alors, il y a un référent scientifique du labo Achille, hein, quelqu'un qui a un doctorat et qui est ingénieur d'études à l'ENAC. On a l'officier sécurité des vols de la direction de la formation pratique en vol. Donc, c'est l'ancien CEFA, hein, c'est l'école de pilotage de l'ENAC. Donc, l'officier de sécurité des vols fait partie du pôle FRMS. Et on a 2 contrôleurs aériens. Vous en avez un aujourd'hui en face de vous, c'est moi, mais on a aussi Jérôme Toupillet qui fait partie du pôle FRMS. Donc, on est, on va dire, multicompétents. On a des capacités scientifiques, des connaissances scientifiques, on a un pilote et on a 2 contrôleurs aériens. Nos activités, on fait des conférences de sensibilisation sur le risque fatigue. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, hein, mais on le fait donc pour des centres de contrôle aérien, on le fait pour des pilotes, etc. On fait évidemment du suivi réglementaire et scientifique sur ce sujet. On peut aussi faire des prestations d'expertise dans des centres de contrôle ou des compagnies qui auraient besoin de ce genre de prestations. On peut faire.
Et on a aussi l'ambition, puisque l'ENAC a un département recherche très intéressant avec des laboratoires à la pointe, et puis aussi des écoles à Toulouse qui nous entourent, qui sont aussi à la pointe sur tout un tas de sujets. Donc, on a aussi l'ambition potentielle de développer des protocoles scientifiques autour des enjeux de fatigue et des métiers de l'aérien. Donc, voilà globalement. Alors, pourquoi il ne veut pas passer? C'est pas grave, je vais cliquer ici, ça va marcher. Alors, on a passé un marché parce qu'à l'ENAC, on n'avait pas les compétences dans tous ces domaines, les expertises suffisantes pour pouvoir faire toutes ces choses-là. On a donc 2 entreprises partenaires qui travaillent avec l'ENAC, qui sont Wellbees et Human Design Group. Donc, Wellbees qui est vraiment focalisé sur les enjeux de fatigue dans l'aérien, qui a été fondé par Philippe Cabon, qui est un docteur en ergonomie. Et Human Design Group, qui est un groupe spécialisé en ergonomie aussi et facteurs humains. Donc, voilà. Donc, c'est deux entreprises avec lesquelles on est partenaire. Je tenais à le signaler. Donc, globalement, c'est ce que je vous ai écrit. On fait des conférences, on peut faire des audits expertise et aussi de la R&D. Donc, voilà pour la présentation du pôle. Il faut que je suive l'heure. OK, c'est parfait. Voilà globalement pour ce qu'on est capable de faire au pôle FRMS, sachant qu'évidemment, le cœur de notre activité, étant donné qu'on est à l'ENAC, c'est les conférences, formations qu'on délivre aux professionnels. Voilà. On va maintenant attaquer la partie scientifique sur la fatigue. C'est important parce que si on n'a pas cette partie, on va dire ce petit background scientifique sur ce sujet-là, on ne peut pas bien comprendre comment derrière on va essayer d'aller gérer cette problématique-là pour les agents qu'ils soient pilotes, hôtesses ou contrôleurs aériens. Donc une définition scientifique classique de la fatigue qu'on peut trouver dans la littérature scientifique, c'est un besoin irrépressible de repos. En général, quand je fais une conf, je pose la question aux gens qui sont présents dans la salle, quand c'est en présentiel, et là, en ce moment, on n'est pas beaucoup en présentiel, mais voilà, et je leur demande de me citer un mot qui leur passe par la tête quand on leur parle de fatigue. En général, les mots qui viennent, c'est irritabilité, baisse de performance, etc. Enfin, on a rarement des mots positifs qui viennent. Effectivement, l'image qu'on a de la fatigue, c'est quelque chose de négatif, venant dégrader nos capacités. Et donc, effectivement, on a 2 types de fatigue. On a une fatigue mentale, physique ou musculaire qui vient de ce qu'on appelle charge de travail. Évidemment, si je travaille 3 heures sur une tâche ou si je travaille 6 heures sur la même tâche, ma fatigue ne va pas être la même. Si je suis un sportif de haut niveau, que je m'entraîne et que je me prépare pour un marathon, je vais faire des séances plus ou moins fatigantes, donc ma fatigue ne va pas être la même, suivant donc la charge de travail, la charge d'entraînement, etc. Et évidemment, les amplitudes horaires aussi viennent avoir un impact sur la fatigue. Ce type de fatigue, on va dire, contribue à un besoin de repos. Voilà. J'ai couru 2 heures ce matin, alors je ne l'ai pas fait, je vous rassure, mais je m'entraîne, j'ai couru 2 heures, j'ai besoin de me reposer. Ça fait 4 heures que je travaille sur ce projet, je commence à fatiguer, je vais aller me reposer, faire autre chose, me détendre. Voilà, un besoin de repos. De l'autre côté, on a les aspects somnolence. Donc, principale cause, le rythme circadien, on va l'aborder un petit peu après, mais aussi la durée de la veille, depuis combien de temps je suis réveillé. Évidemment, s'il est 3 heures du matin, le rythme circadien va me dire qu'il faut que je dorme. Donc, je vais avoir tendance à ne pas être très réveillé dans ces périodes-là. De la même manière, si je suis réveillé depuis 3 heures, si je me suis levé ce matin à 8 heures et qu'il est 11 heures, là, depuis 4 heures, puisqu'il est midi, donc moi, ça fait 5 heures, parce que je me suis levé vers 7 heures. Donc, depuis 5 heures, je suis réveillé. Donc, je suis à peu près en bonne forme, alerte. Évidemment, si je fais cette conférence aux alentours de 23 heures, donc après 17 heures 16 heures d'éveil, je vais être beaucoup moins réveillé, etc. Donc, la durée de la veille a un impact évidemment important sur les aspects somnolence et fatigue. Là, ces contributions vont aller nous forcer à dormir, le sommeil. Donc, dans un cas, on a un besoin de repos, dans l'autre, on a un besoin de sommeil. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on a des performances dégradées. Donc, j'en reviens à ce que je disais avant. C'est pour ça qu'en général, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous passe par l'idée
par la tête quand on vous parle de fatigue, les gens sortent des aspects négatifs, des mots négatifs. Alors qu'en fait, il faut bien voir que la fatigue, heureusement qu'on la ressent, c'est une alarme biologique. C'est une alarme biologique qui vient nous dire, attention, vos ressources, tes ressources sont en train de diminuer et il va être urgent, important, de rapidement soit se reposer, soit dormir. OK? Donc la fatigue, il faut essayer de la voir. Alors, je ne vais pas vous demander de la voir maintenant positivement, parce que ça ne marchera pas, mais il faut essayer de la voir comme une alarme biologique importante. Une petite parenthèse, hein, si nos aïeux à la préhistoire n'avaient pas ressenti la fatigue, on ne serait probablement plus là pour en parler, hein. Ils auraient couru dans la savane et voilà, ils se seraient fait manger par les lions, etc. Parce qu'ils seraient tombés raides inanimés. Non, la fatigue est importante. On va se mettre au repos avant de tomber, justement. OK? Donc, quelques notions scientifiques, on continue là-dessus. Pour la vigilance, donc, et son corollaire, la somnolence, son corollaire négatif, la somnolence, on a globalement, hein, principalement, on pourrait rentrer dans des détails encore plus précis, il y en a d'autres, mais principalement, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 3 processus en jeu. On a un processus C dit circadien, ou l'horloge, clock, en anglais. On a un processus S dit sommeil, sleep, OK? Et enfin, un processus W dit réveil, waking, en anglais. On va le voir un peu en détail, le waking, il est très important sur les aspects sécurité des vols. Il est souvent sous-estimé dans les organisations. L'impact du processus W est souvent sous-estimé dans les organisations. OK? Donc, les composantes du niveau d'éveil, on a donc une horloge biologique, hein, évidemment, qui est drivée, conduite par le rythme circadien et qui donc vient faire évoluer votre éveil ou votre somnolence, c'est l'inverse, tout au long de la journée. Donc, je pense que tout le monde a déjà ressenti ça. Le matin, on se réveille, on est en forme, etc. On a un pic d'éveil sur les alentours de 16h-18h, et ensuite, au fur et à mesure de la soirée, on se sent de plus en plus somnolent, etc. Et donc, on rejoint là, et on a un creux de somnolence en pleine nuit. Normalement, ça tombe bien, c'est là où on dort. Ce qui s'appelle le WOCL en anglais, Window of Circadian Law, c'est des périodes où, effectivement, les capacités cognitives, mais tout un tas d'autres aussi constantes physiologiques sont normalement mettent le corps au repos. OK? Donc, on a cette horloge biologique. Et de l'autre côté, on a une pression du sommeil tout au long de la journée. Depuis, par exemple, là, on en est à 6 heures de réveil à peu près, hein, entre 5 et 6 heures. On a une pression du sommeil qui s'accumule. On est encore bien, on est par ici, là, sur la courbe, mais au fur et à mesure de la journée, cette pression du sommeil va augmenter, augmenter, augmenter et diminuer notre vigilance, augmenter notre somnolence. Okay. Physiquement, en fait, c'est une molécule, l'adénosine, qui s'accumule dans le liquide céphalorachidien, hein, dans la tête, dans le cerveau, et donc qui vient se fixer à des récepteurs du cerveau pour dire là, il faut aller se reposer, là, il faut aller dormir. Okay. Petit aparté d'ailleurs, la caféine, elle fonctionne. En fait, la caféine, la molécule de caféine vient se fixer à ces récepteurs du cerveau et empêche l'adénosine de se fixer. Donc, du coup, on fait croire au cerveau qu'on a moins besoin de dormir. En tout cas, mais évidemment, c'est juste quelque part une illusion parce que l'adénosine continue à s'accumuler, évidemment. OK ? Donc, on a cette pression du sommeil. Évidemment, on voit que la pression du sommeil devient importante aux alentours de 18 heures. Bon, en général, ça tombe bien, on s'est levé à 6 heures et 7 heures, et donc on est à une période, au bout de 16-17 heures là, de pression du sommeil, on est dans cette période-là où justement le cycle circadien vient nous dire aussi que c'est l'heure d'aller se coucher, se reposer. Donc en fait, quelque part, on a deux composantes de niveau d'éveil qui se synchronisent. Je vous dis ça, évidemment, vous avez compris l'idée, c'est que ça, c'est valable pour les gens qui travaillent de jour. Quand on travaille de nuit, malheureusement, on va désynchroniser ces choses-là. Le processus circadien, donc quand on fait la courbe de vigilance sur la journée, on a cette forme-là. Donc ça vous parle, hein, je pense. La nuit, on est somnolent. Le matin, on se réveille. Ah, puis là, on a un petit creux de somnolence. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, je te laisse répondre, Faude.
il y a un petit creux de somnolence sur les alentours de 13-14 heures. Du coup, d'ailleurs, c'est très bien de faire la conf à cette heure-ci, parce que là, on est bien, là, on est vigilant. Enfin, j'espère que vous êtes vigilant, je ne vous vois pas, mais je suis sûr que vous êtes vigilant. Mais si on l'a fait un peu plus tard, là, sur les coups de 14 heures, là, c'est un peu plus dur. On a un creux de vigilance. Ce creux de vigilance qui n'est d'ailleurs pas dû à la digestion, contrairement à ce qu'on croit. C'est quelque chose, c'est le rythme circadien qui est ancré comme cela. Bon, évidemment, si vous mangez quelque chose de conséquent, de lourd, ça va accroître cette somnolence. Mais même si vous ne mangez pas ou peu, vous allez avoir ce petit creux de vigilance. D'où l'intérêt de faire une petite sieste, une micro-sieste, etc. C'est pas du tout, c'est très intéressant, c'est très conseillé. Et ensuite, on remonte, et pour redescendre, évidemment, de l'autre côté de la courbe, la rejoindre pour la nuit. Okay, évidemment, avec ce rythme circadien, au-delà de la vigilance, on a aussi tout un tas de ce que les médecins, les professionnels de santé appellent des constantes. Je n'ai jamais trop compris pourquoi on appelle ça des constantes, puisqu'elles ne sont pas constantes, mais en tout cas, voilà. Les fameuses constantes physiologiques qui sont rythmées aussi par le rythme circadien. La pression du sang, le flux cardiaque, les pulsations cardiaques, la consommation d'oxygène, on voit qu'elle diminue énormément de la nuit. La température aussi, la température baisse de façon assez conséquente quand on dort. Et évidemment, la sécrétion de mélatonine, qui est très faible le jour et qui vient augmenter et atteindre un pic en pleine nuit. Voilà, la mélatonine qui sert de synchronisateur de l'horloge biologique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vous fait dormir. Ce n'est pas un somnifère, la mélatonine. C'est quelque chose qui vient synchroniser l'horloge. Okay, donc voilà pour le rythme circadien. Donc c'est quelque chose d'assez important, d'assez fort, et qu'on connaît tous. Il y a eu des expériences pour mettre, différentes expériences scientifiques pour mettre cela en exergue. Une des premières expériences avec beaucoup de cobayes, on va dire, a été faite par Wever, un Allemand. Il a utilisé des étudiants. Pour ça, j'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants là, de l'ENAC, parce que c'est vrai que les expériences scientifiques sont souvent faites sur les étudiants. Ce sont des cobayes intéressants. Donc, il a utilisé des étudiants qui ont été enfermés dans des locaux sans données temporelles. En fait, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de... La lumière du jour était masquée, etc. Mais on leur a dit, couchez-vous quand vous ressentez le besoin, levez-vous quand vous en ressentez le besoin, et on va aussi prendre vos températures corporelles au fur et à mesure. Et ce qu'on a constaté sur plusieurs centaines de cobayes, donc, c'est que dans un premier temps de l'expérience, donc là vous voyez, en ordonnée on a les jours, dans un premier temps de l'expérience, le cycle circadien ne se modifie que très peu, les gens se couchent, se réveillent à peu près aux mêmes heures, la température reste à peu près aux mêmes endroits aussi, au même endroit, le maximum et le minimum. Par contre, au bout de 7-8 jours, et ça s'enclenche vraiment au bout d'une dizaine de jours, on a un rythme circadien qui se décale au fur et à mesure, okay, etc. Et donc, on se rend compte que quand on fait la somme globale de tout ça, on a un cycle circadien qui est un peu plus de 24 heures. Okay, donc, même en absence de notion de temps, le rythme circadien persiste. Alors, Michel Siffre, un cocorico, un Français, spéléologue, mais qui était aussi très intéressé dans ces histoires d'horloge biologique, a été un des premiers à faire des expériences sur lui-même. Alors évidemment, il était tout seul, donc ce n'est pas suffisant pour faire des papiers scientifiques, on avait besoin de plus de données, ce qu'a fait Wever ensuite. Mais en tout cas, il a été le premier à démontrer ça en allant notamment en 72 dans la Midnight Cave au Texas, s'enfermer pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, il y a une expérience en cours dans l'Ariège, là, Deep Time, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que là, ils sont une quarantaine, je crois, de personnes qui sont descendues dans une cave, dans une grotte, pour s'isoler pendant 4 semaines, je crois. Et là, c'est intéressant parce qu'en plus, ils vont voir les dimensions collectives en jeu, ce qui était qui était moins à l'ordre du jour de ces expériences scientifiques. Donc, même en absence de notion de temps, le rythme circadien persiste, en tout cas sur les premiers jours. Par contre, les cycles restent proches de 24 heures sans marqueur de temps, mais on a un phénomène de retardement au fur et à mesure. Donc, c'est plus facile de retarder l'heure de coucher-lever que de l'avancer. En général, quand on est en vacances, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se lève plus tard
on se couche plus tard. Ah, c'est étonnant, hein. Et par exemple, quand on voyage, alors en ce moment, ce n'est pas évident malheureusement, mais quand on voyage, en général, les gens ont beaucoup plus de facilité à s'adapter à un voyage vers l'ouest, un décalage vers un jet lag vers l'ouest, par exemple aux États-Unis, pour ceux qui vivent en Europe, en France. On s'adapte beaucoup plus à un décalage de ce type-là que si on va en Asie, là c'est plus compliqué. Et ben, c'est notamment expliqué par le rythme circadien, notre horloge biologique interne. Voilà. On a évidemment aussi dans le process. Non, non, Alexandre, voilà, ça c'est les joies du télétravail. Il y a mon fils qui rentre dans la salle, pas de souci. Donc, on a aussi l'autre processus qui vient avoir un impact important sur la somnolence et donc la vigilance, c'est le process S pour sleep, le sommeil. On a différentes architectures du sommeil. On en a une qui est dite normale en général, hein, qui est de ce type-là. Alors, on voit qu'elle est normale, mais on voit que c'est quand même assez tortueux. Mais on a quelque part des cycles de sommeil qui font 1h30 à peu près, où on a donc des passages en sommeil profond et puis des pseudo-réveils où on passe en sommeil paradoxal, REM en anglais, Rapid Eye Movement, etc. Puis on retourne en sommeil profond, etc. etc. Et on voit en fait que plus on avance dans la nuit, moins on a de sommeil profond. D'ailleurs, on n'en a plus du tout à la fin. Et plus on a de sommeil paradoxal. En fait, ces deux types d'états de sommeil, de stades de sommeil, sont importants pour la récupération. Le sommeil profond, lui, va venir nettoyer, par exemple, l'adénosine qui se stocke dans le cerveau, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est important pour la récupération. Ça vient aussi, c'est très important pour la récupération musculaire. Les sportifs de haut niveau, par exemple, ont des hypnogrammes de sommeil beaucoup plus importants en sommeil profond. Le sommeil paradoxal, lui, est important parce qu'il est utile dans tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est récupération cognitive, etc. Donc en fait, on ne peut pas malheureusement n'avoir qu'un seul type de sommeil. Se dire, bah, tiens, moi, mon sommeil récupérateur, je sais que c'est le sommeil profond, donc je vais dormir de 23h jusqu'à 4h du matin, j'ai un maximum, et après, pas de problème. Non, ça ne marche pas. On a besoin aussi de ces vagues de sommeil paradoxales pour avoir une récupération optimale. Okay. Évidemment, vous comprenez que quelqu'un qui de nuit va venir se coucher vers 8h du matin ou 7h du matin et va avoir un hypnogramme totalement différent, avec très peu de sommeil profond, un peu plus de sommeil paradoxal, donc agité, et donc une récupération beaucoup, beaucoup moins bonne. Okay. À l'inverse, pareil, hein, quelqu'un qui fait un service tôt le matin, qui commence tôt le matin, va venir se réveiller sur les alentours de 3 ou 4 heures, par exemple, et donc va se passer totalement d'une partie importante du sommeil, ici, paradoxale. Et donc va avoir beaucoup plus de difficultés sur la journée, en fin de journée, notamment en fin de vacation, hein, sur les alentours de 13-14 heures, etc., sur les aspects cognitifs. OK. Donc ça, c'était important de le voir. Là, je vous l'ai mis en exergue parce que en général, ça, c'est assez bon pour un bon moyen mnémotechnique. Une expérience qui a été faite en Australie a montré l'équivalence entre privation de sommeil et consommation d'alcool. On a pris un groupe d'étudiants, enfin 3 groupes d'étudiants, un groupe qui a vécu normalement, avec du sommeil, etc. On leur a fait passer des tests cognitifs, logiques, etc. On a pris un groupe d'étudiants à qui on a fait boire un peu d'alcool et un groupe d'étudiants qu'on a privé de sommeil. Bon, évidemment, on préférerait être dans le groupe qui a bu un peu d'alcool, hein, mais pas trop quand même. Et donc, on a projeté ces courbes-là, ces résultats donc, de tests logiques sur des courbes. Et on voit que, en fait, on a évidemment des capacités logiques et cognitives qui diminuent au fur et à mesure qu'on consomme de l'alcool. Ça, on s'en doute, hein, on a tous connu ça, enfin on le ressent. D'ailleurs, c'est assez étonnant, on voit qu'une petite consommation d'alcool améliore les scores.
Bon, il vaut mieux éviter hein, quand même. Mais par contre, après, ça dégrade fortement. Et quand on fait la privation de sommeil, on se rend compte qu'on a exactement, ou très proche en tout cas, on a des courbes très comparables. Okay, donc, plus on est privé de sommeil, plus nos capacités cognitives sont diminuées également. Et donc, on se rend compte que 20 heures de privation de sommeil, c'est l'équivalent de 0,8 g d'alcool. C'est ce qui ressort de cette étude-là, de ces études-là. 27 heures de sommeil, de privation de sommeil, c'est 1 g d'alcool. Okay, donc ça, c'est vraiment important à retenir. Donc, quand vous n'avez pas dormi depuis une journée, enfin, vous avez fait une nuit blanche, quoi, en gros, c'est comparable à avoir 1 g d'alcool dans le sang, d'un point de vue cognitif. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est assez facile à mémoriser et à retenir. Ça vous montre l'impact donc de la privation du sommeil. Donc ça, c'était pour le processus du sommeil. Et maintenant, on va parler du processus du réveil, qui est en général très peu discuté. Les gens connaissent très rarement le phénomène d'inertie du sommeil. Donc c'est vraiment important qu'on en discute aujourd'hui. Donc l'inertie du sommeil, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le processus W pour réveil. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau met un certain temps à se réveiller, à activer les différentes zones. Là, par exemple, on a fait de l'imagerie cérébrale. Donc, on voit différents plans cérébraux. Là, hein. Z, donc c'est l'axe vertical du cerveau. Et donc, on voit les parties qui se réveillent au fur et à mesure. 5 minutes après le réveil, on voit qu'on a des parties du cerveau qui sont de plus en plus réveillées. Et 20 minutes après, on voit que ça s'active de plus en plus. Par contre, ce qu'on voit, par exemple, ici, dans la dernière planche, c'est que le cortex préfrontal est quasiment pas ou très, très peu réveillé 5 minutes après l'éveil. Donc, le cortex préfrontal prend plus de temps que le reste du cerveau à revenir à un état normal après le sommeil. Ok, bon, d'accord, c'est intéressant, mais bon, à quoi ça me sert, moi, en tant que pilote de ligne ou en tant que contrôleur aérien? En fait, le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est utilisée pour la résolution de problèmes complexes. L'improvisation, si vous devez faire face à une situation peu connue, par exemple. Donc, vous voyez forcément que 5 minutes après un réveil en sommeil profond, voilà, on est en général très peu capable d'improviser, de résoudre un problème complexe. En général, pour faire bien retenir la chose aux gens, je leur dis à 5 minutes après le réveil, vous allez savoir enfiler un pantalon. Ça, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est devenu un automatisme. Par contre, évitez de signer un contrat de mariage, par exemple. Non, c'est une petite boutade, mais voilà, il ne faut pas faire de choses complexes, donc évitez de piloter, évidemment, éviter de prendre le micro de contrôleur aérien 5 minutes après s'être réveillé. Il faut laisser 20, 25, 30 minutes d'éveil pour être capable d'être dans une bonne condition. Une étude montre d'ailleurs, en faisant passer toujours le même type de test, hein, un score de performance cognitive, une étude montre, quand on fait passer des cobayes, des gens qui ont dormi normalement et qu'on réveille, on leur fait passer aussitôt le test, ils ont un score qui est nettement moins bon, mais nettement moins bon, hein, que des gens qui n'ont pas dormi depuis une journée, qui n'ont pas dormi de la nuit. Donc ça, c'est important à retenir. Quelqu'un qui vient d'être réveillé est largement moins performant que quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 24 heures, par exemple. Ça, c'est assez contre-intuitif et c'est malheureusement une des cause de pas mal d'incidents, voire d'accidents dans l'aérien. Pas que dans l'aérien, évidemment, comme on va le voir juste après. Donc voilà, en gros, pour assez rapidement, hein, en général, dans une conf qui dure 2 heures, on prend beaucoup plus le temps de détailler. Là, je n'ai pas le temps. Mais voilà, globalement, si vous devez retenir, c'est ces 3 process qui viennent tout au long de la journée, de la nuit, etc., qui viennent avoir des impacts forts sur la vigilance des personnes. OK ?
Donc maintenant, on va faire un petit peu de réglementation. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, le NTSB, le National Transport Safety Board, qui est le bureau fédéral qui vient regarder tous les aspects sécurité, tout ce qui est transport aux États-Unis. Là, j'ai mis l'aviation, mais c'est valable pour les trains, la conduite routière, etc. Chaque année, le NTSB édite la Most Wanted List, hein, les ennemis numéro un de la sécurité aux États-Unis. Et en l'occurrence, en ce qui concerne l'aviation, on a donc des petites pastilles rouges où ça n'a pas du tout été bien, pour le moment, bien adressé, des petites pastilles jaunes où il y a encore du travail, etc. Et chaque année, depuis de nombreuses années maintenant, les aspects fatigue, le NTSB fait une classification sur une réponse pour le moment non acceptable. Et donc avec d'ailleurs des, euh, des choses qui sont écrites, voilà, des recommandations, voilà, je cherchais le terme, je commence à fatiguer. Donc, set working limits pour les pilotes. Donc, il faut mettre des limites horaires pour les pilotes, les mécaniciens, les contrôleurs aériens. On voit qu'on parle de mécaniciens aussi, hein, les choses mécaniques, c'est très très bien, parce que même les personnels de maintenance sont impactés par ces horaires-là, ils travaillent souvent de nuit. Et s'ils font des erreurs, ben, c'est pas terrible non plus, hein, évidemment. Basé sur des connaissances scientifiques. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait d'avoir parlé de science un peu avant, parce que le NTSB et d'ailleurs l'OACI ont dit que le travail de gestion du risque fatigue doit se baser sur des connaissances scientifiques. Et on doit aussi développer des aides pour les opérateurs, donc pour notamment manager la fatigue, etc., etc. Donc le NTSB a mis ça depuis de nombreuses années. Alors évidemment, il y a des raisons, hein. Là, je vous ai mis par exemple des accidents contribuent à la fatigue. Alors c'est des accidents, là on a mis depuis les années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Il y en a d'autres, hein, malheureusement. Là, c'est pour l'avion, hein. Je ne vous parle pas des trains, des voitures, c'est colossal, évidemment. Donc il y a énormément de travail. Donc on comprend pourquoi le NTSB demande à ce que chaque organisation travaille rapidement et consciencieusement sur ce sujet-là, parce que l'enjeu de sécurité est fort. Je vous ai mis une petite diapo aussi sur Sully, qui est quand même maintenant très médiatisé. Il y a eu un film avec lui d'ailleurs, avec Tom Hanks, je crois. Sully, hein, vous connaissez probablement l'histoire, hein, c'est ce vol US Airways qui a rencontré des oiseaux peu de temps après son décollage à New York, et donc double extinction réacteur, et donc atterrissage dans l'Hudson. Sully, ce que Sully dit, ce que le capitaine Sullenberger dit, c'est que en gros, s'il avait été fatigué, si l'équipage avait été fatigué ou très fatigué à ce moment-là, il est fortement probable qu'il n'ait pas réussi à faire ce qu'ils ont fait, en gros. Ça revient, c'est pour reprendre un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, une situation inhabituelle. Donc là, en l'occurrence, c'était très inhabituel. Se retrouver avec un planeur plutôt qu'un avion de ligne, c'est pas facile. Si on est fatigué, on est très mauvais pour gérer des situations inhabituelles. Alors d'ailleurs, ça fait référence à ce qu'on apprend à l'école, hein. Justement, l'intérêt des simulateurs. L'intérêt du simulateur, que ce soit simulateur de pilotage ou simulateur de contrôle aérien, c'est justement de réussir à faire rentrer un maximum de choses dans de l'automatisme, dans des niveaux d'automatisme. On a automatisé tout un tas de procédures, donc même si on est fatigué, même si on est stressé, etc., on va réussir à les reproduire, parce que c'est ancré. Par contre, on ne peut pas faire rentrer tout au niveau de l'automatisme. D'ailleurs, si on le faisait, en fait, on serait déjà remplacé par des machines, hein, tout simplement. Et donc, il y a forcément des choses qui sortent de l'habituel. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le niveau de fatigue a un rôle important sur nos capacités à venir gérer ces situations inhabituelles. Je vous ai mis là c'est vraiment pour faire le lien entre la fatigue, les états de fatigue et la sécurité des vols. L'inertie du sommeil, je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'elle était
souvent soit méconnu des gens, et en tout cas souvent sous-estimé dans son impact sur la sécurité des vols. Je vous ai mis 2 incidents. Le premier, c'est un Air Canada, le copilote confond Vénus avec un avion. Alors ça, c'est juste hallucinant. On se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fumé dans le cockpit». Non, non, pas du tout. En fait, il était en train de faire une sieste, prolongée, de plus d'une heure. Donc il était tombé en sommeil profond et tout d'un coup, il est réveillé, heu, on ne sait pas pourquoi, il est réveillé en sursaut et il voit un point lumineux dans le ciel. Hem, donc bah, il a peur, enfin, il pense que c'est un avion qui est en train de leur arriver dessus et il pousse sur le manche, en voyant, donc hôtesse et passagers qui n'étaient pas attachés, au plafond. Donc il y a eu quand même 16 blessés et en fait, beh, le point lumineux, c'était pas du tout un avion, hein, c'était tout simplement la planète Vénus. Donc on voit bien que c'est quelque chose que le pilote n'aurait jamais fait dans, une phase normale d'éveil. Là, il venait de se réveiller en pleine inertie du sommeil et donc dans une incapacité, forte à, bah, à piloter quoi, tout simplement. Donc très grosse prudence. On a, un incident qui est survenu à Nantes, le 21 mars 2004 pour un Luxor, un avion qui est passé très bas au-dessus de la ville de Nantes et le rapport du BEA, c'est très clairement écrit dans le rapport du BEA. Alors là, je vous ai mis qu'un petit, résumé, mais bon, voilà, c'est pas le contrôleur aérien, en fait, on a reconnu que le contrôleur avait fait une grosse sieste, enfin, un début de nuit, en fait, hein. Il s'était endormi très profondément et donc, il a dû prendre, la relève très rapidement, à l'issue de ce sommeil et donc on parle le rapport du BEA parle de torpeur ou d'inertie du sommeil, hein. C'est très clairement écrit dans le rapport du BEA et donc le contrôleur aérien, cette nuit-là, n'a pas été, en mesure, d'aider, l'équipage qui était perdu sur la procédure, n'a pas été du tout en mesure de les aider, quand bien même ses alarmes de contrôle aérien étaient en train de biper, de flasher, de sonner, hein. Le minimum safe altitude warning du contrôleur s'était déclenché, mais comme il était en pleine inertie du sommeil, c'est passé complètement à l'as. Donc grosse méfiance. Évidemment, c'est pareil si vous devez conduire, hein. Si vous dormez fortement, vous faites une pause sur l'autoroute, vous dormez fortement, vous vous réveillez, ne reprenez pas le volant aussitôt, hein. Ça, c'est dramatique, hein. Donc il faut bah, aller se prendre un petit café, se réveiller, marcher un peu, un quart d'heure, 20 minutes, quoi, avant de reprendre le volant. Okay, c'est valable évidemment pour les pilotes et contrôleurs, mais c'est valable dans la vie de tous les jours, hein. Voilà. Je parle un petit peu des conséquences sur la santé, hein, parce que on parle de performance et donc de sécurité de l'aérien, mais il faut aussi voir les impacts sur la santé des agents. Euh, Parce que c'est important aussi d'essayer d'améliorer ça. Donc on voit que les horaires de travail atypiques augmentent pas mal de risques, hein. Il y a eu des papiers scientifiques qui ont montré, par exemple, chez les infirmières travaillant de nuit, une augmentation des cancers du sein par rapport à la population normale. Pareil, chez les hôtesses de l'air de Finnair, il y a eu un beau papier, une belle étude scientifique sur les hôtesses de l'air de Finnair qui a duré plusieurs années et qui a montré pareil plus de cancers du sein, pas mal de pathologies en plus. Voilà, cardiovasculaires, troubles métaboliques, cancer du sein, etc. Évidemment, malheureusement aussi, des conséquences socio-familiales assez importantes. Donc on le voit, il y a beaucoup d'enjeux, enjeux de performance, enjeux de sécurité, enjeux sur la santé. Et du coup, on peut se demander, mais les autorités de surveillance, de réglementation, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, en fait, chez les pilotes, ça fait pas mal d'années qu'il y a du travail qui est fait. Là, je vous ai mis une petite frise, on va dire, historique des travaux de réglementation sur le sujet de la fatigue. Ça a commencé en 91 avec les premiers textes européens, hein, de 91 pour l'aviation civile. Mais tout au long de ces 30 dernières années, quoi, en gros, hein, il y a des travaux qui ont essayé, au fur et à mesure, d'apporter des briques venant améliorer la prise de conscience et la gestion du risque fatigue. Et donc là, on est arrivé jusqu'en 2014, donc ça commence à dater, mais néanmoins, voilà, c'est assez récent. En 2014, où il y a eu un travail assez important de l'EASA, de mettre en place ce qu'on appelle des FTL, pour Flight Time Limitation.
Donc, une réglementation venant encadrer comment les équipages, pilotes, hôtesses et stewards, vont pouvoir voler, prendre leur poste, etc. Et suivant tout un tas de conditions. Alors, le texte est très long. Je vous ai mis un petit exemple juste après. Alors là, ah oui, j'ai fait ça. Ah oui, j'avais fait une belle animation. Voilà, les FTL, Flight Time Limitation, c'est une approche prescriptive. On demande donc, on prescrit ces horaires maximum chez les pilotes. Donc c'est une matrice. Hein, voilà. En gros, quand le pilote a commencé sa prise de service entre 5h45 et 5h59 et que son vol du jour, il va y avoir 6 segments, 6 secteurs, eh bien, il ne doit pas piloter plus de 10h45, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un cadre très rigide, très strict. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir quelque chose, quoi. Avant ça, il y avait une réglementation beaucoup plus light. Donc, on a quelque chose. Mais on voit évidemment que c'est une approche prescriptive et qui ne sait pas s'adapter aux variabilités de l'activité. Je crois qu'il y a des ergonomes aujourd'hui d'ailleurs qui sont là avec nous. Eux, ils savent très bien ces choses-là. Hein. Ça fait partie du métier d'ergonome, de comprendre les régulations et les variabilités dans les activités. Parce que justement, en général, le prescrit, ce qu'on demande aux gens, des fois peut s'appliquer, mais des fois s'applique mal et contre-productif. Chez les contrôleurs aériens, alors on a un texte. Alors en général, en réglementation, on commence à réglementer les aspects pilotes et souvent quelques années après, le train arrive pour les contrôleurs aériens. Alors pas tout à fait de la même manière, mais en général, ça a tendance à suivre comme ça. Donc par exemple, le HASA a transcrit le guide OACI, qui est sorti en 2016, sur les aspects fatigue chez les contrôleurs aériens, et a donc sorti une réglementation en 2017. Le texte s'appelle 2017-373, avec deux grosses thématiques. Une première thématique qui oblige la gestion de la fatigue. Jusque-là, les ANSP, les organismes rendant du service du contrôle aérien, n'avaient pas l'obligation réglementaire de gérer la fatigue. Et donc, on leur demande de développer une politique de gestion avec des procédures pour identifier, prévenir, atténuer les effets de la fatigue. Et on est aussi on oblige maintenant la formation, l'information, la sensibilisation des contrôleurs aériens, ATCO, Air Traffic Controller Officer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant 2017, d'un point de vue réglementaire. Je ne dis pas que les organisations ne le faisaient pas. Certaines organisations le faisaient, mais en tout cas, elles n'étaient pas forcément obligées de le faire. Une deuxième partie réglementaire, c'est de gérer ce risque fatigue par l'organisation de tours de service. Alors, dans la diapo d'avant, je vous ai montré la matrice des Flight Time Limitation. Le HASA a refait peu ou prou la même chose pour les contrôleurs aériens avec des exigences. Donc, une exigence réglementaire avec l'approche prescriptive pour les ATCO, pour les contrôleurs aériens. Voilà, en gros, on doit faire un tableau de service afin de gérer les risques de fatigue et on doit, dans ce tableau de service, utiliser 8 items, le nombre maximal de journées de travail consécutives, le nombre d'heures maximales par période de service, etc., etc. Donc, chaque organisme de navigation aérienne doit maintenant, depuis ce nouveau règlement, avoir un système de tableau de service, de tour de service, encadré par ces 8 items. OK. Et un prestataire de service, le petit b, qui est important aussi, doit essayer aussi, élaborer ça en collaborant avec les contrôleurs aériens eux-mêmes, évidemment. OK. Évidemment, c'est une approche encore prescriptive. Le problème, c'est que dans l'aérien, donc on l'a vu, il y a des enjeux de sécurité et performance, des travaux de réglementation, on vient de les voir, un savoir scientifique général sur le sujet. Maintenant, les aspects sommeil, les aspects circadiens, les aspects vigilance commencent à être bien maîtrisés dans le monde général, universitaire. Par contre, beaucoup moins quand on parle de connaissances scientifiques sur l'activité elle-même. Il y a eu beaucoup moins d'études chez les pilotes. Il y en a quand même, mais il y en a beaucoup moins. Et évidemment,
c'est une magnifique animation que j'ai fait. On a une problématique en constante évolution. Pourquoi? Parce que l'activité elle-même évolue constamment. On est en plein dedans là, d'ailleurs avec le Covid, on voit bien que nos façons de travailler sont en train de changer énormément. Donc la façon de gérer la fatigue, avant Covid, pendant Covid, après Covid, heu, ça devrait être amené à évoluer. Évidemment, une architecture prescriptive avec des chiffres qu'on a posés une bonne fois pour toutes, on voit bien qu'on est très peu en capacité de faire évoluer. Heu, donc il faut essayer de c'est une démarche en ergonomie en fait, hein, essayer d'aller comprendre l'activité réelle des agents, comprendre ce qui se passe. Concrètement, on vous change un type d'avion, heu, quel est l'impact sur le risque fatigue? Moi je ne le sais pas, hein, mais ça s'étudie. On vous change des outils de contrôleur aérien, on passe d'un environnement strip papier à un environnement électronique. Quels sont les impacts sur la fatigue? Moi, je ne sais pas, faudrait être capable de l'étudier. Ça en a peut-être pas, hein, je dis pas que ça en a forcément, mais en tout cas, il faut essayer de le comprendre. Et donc potentiellement, venir modifier sa gestion du risque fatigue. Du coup, pour faire ça, on voit que la démarche prescriptive basée sur des chiffres, elle est utile, mais elle ne permet pas de s'adapter. Donc, l'OACI a intelligemment créé, alors c'est des notions qui existaient déjà, hein, créer un système FRMS pour Fatigue Risk Management System, qui est un système où, de façon continue, on vient monitorer le risque fatigue, on vient aller capter des données, chercher des données sur l'activité réelle, reliées au risque fatigue lui-même, hein, évidemment, etc. Dans le but, évidemment, d'améliorer, de diminuer le risque et donc d'améliorer les capacités, la performance et donc la sécurité de l'aérien. OK. Donc, ça repose sur une gestion réelle des risques liés à la fatigue plutôt qu'à la conformité à des limites, hein. Je vais regarder comment les agents travaillent réellement, plutôt que de dire est-ce qu'ils font les heures qu'on leur demande de faire? Est-ce que le règlement est respecté? Oui, mais pourtant ils sont quand même fatigués. Oh, c'est bizarre. Oui, mais peut-être qu'il faut aller voir. Voilà, donc c'est vraiment ça l'intérêt d'un FRMS, c'est on va voir comment les agents travaillent et où sont les réels risques. Et donc, on intègre de cette manière beaucoup plus facilement les enjeux de sécurité, productivité et les aspects sociaux, la prise en compte des problématiques de santé. Je vous parlais de mon propre cas avec la naissance de ma fille, par exemple. Dans un système mature, on va dire, la néoparentalité devrait être prise en compte. Parce que moi, quand j'ai fait du contrôle aérien en ayant dormi 1 heure ou deux à ce moment-là, je pense déjà en début de vacation, c'était pas optimal, mais en fin de vacation, je pense que j'étais quand même pas super en forme pour contrôler. Donc ça devrait être pris en compte. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu des FRMS. OK. Ça fait partie intégrante d'un SMS, d'un Safety Management System, système de management de la sécurité de l'organisation, que ce soit de la compagnie aérienne, de l'organisation de contrôle aérien, etc. Et donc, de plus en plus, on trouve de plus en plus de compagnies qui intègrent ça. Donc, comment on fait? On collecte des données, on identifie des situations à risque, on évalue ces risques, logique, hein, on continue le travail d'évaluation des risques. Il y a un micro qui est ouvert, mais c'est pas grave. Et on met en place évidemment des procédures pour venant diminuer les risques associés. Okay, et on boucle, on fait ça en continu. Okay, et donc, on a une surveillance continue des niveaux de fatigue. Ça, c'est le schéma global, on va dire, c'est l'architecture globale. C'est comme ça qu'on est censé le faire. Okay, concrètement, comment on fait ça? Dans les compagnies aériennes, par exemple, comme Air New Zealand, hein, qui est une des compagnies les plus avancées en termes de FRMS au monde, tout simplement, on fait popper au top of descent, hein, vous savez, cette phase du vol où l'avion va commencer sa descente avant l'atterrissage. Au top of descent, on fait popper un petit questionnaire fatigue où on demande aux pilotes s'ils sont fully alert, very likely, à peu près, un peu fatigué, etc., jusqu'à évidemment completely exhausted. Alors là, un pilote qui viendrait cocher ça, c'est vraiment très très problématique pour la sécurité. Néanmoins, ça s'étudie, quoi.
Et derrière, évidemment, on vient analyser toutes ces données qui s'accumulent et comprendre, par exemple, que la rotation, donc là c'est Air New Zealand, donc la rotation Auckland-Sydney, de telle heure, tiens, c'est bizarre, elle a un score de fatigue plus élevé que les autres. Qu'est-ce qui se passe? On va aller interroger, on va essayer de comprendre sur le terrain ce qui se passe. Tiens, ça c'est valable pour un Boeing 777. Tiens, étonnamment, les équipages sur un autre type d'avion se sentent plus fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Etc. C'est vraiment l'enjeu des FRMS, c'est d'aller chercher ces détails. Pour faire de la collecte de données, donc on a ce type de solution comme fait Air New Zealand, mais on a toute une toolbox. Il faut que j'accélère parce que je vois qu'on est bientôt à la fin. Toute une toolbox, donc des questionnaires, des évaluations subjectives, des rapports fatigue, alors des travails de groupe, ça c'est vraiment important, hein, que les managers et les opérationnels soient régulièrement mis en commun dans des groupes de discussion pour que chacun se comprenne, déjà parce qu'on n'a pas tous la même représentation du même problème, et des mesures physio, et des modèles biomathématiques aussi. Toutes ces choses-là viennent compléter les capacités à gérer un système de risque fatigue. Donc c'est très riche. C'est devenu dans les compagnies aériennes des services à part entière, hein. Le FRMS est un service de plusieurs personnes dans des compagnies aériennes matures. Dans des compagnies aériennes où le FRMS est mature, c'est des services à plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Maintenant, un petit peu de R&D du futur avant de vous passer la parole pour les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a vu qu'on veut essayer d'aller chercher des données. Donc, on peut poser des questionnaires subjectifs. Mais si on veut essayer d'aller chercher des données aussi un minimum objectif, il faut outiller, il faut créer des outils. Pour le moment, il y en a très peu, voire pas. Dans le contrôle aérien, en tout cas, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, on peut réfléchir, par exemple, à des casques audio de détection de la fatigue, hein. Les contrôleurs utilisent des casques pour parler aux pilotes. Et dans des casques, maintenant, on peut être quasiment capable d'aller chercher le rythme cardiaque, l'audio, parce qu'on sait qu'il y a des études scientifiques qui montrent la corrélation entre la façon dont on parle et notre état de vigilance, sur les voyelles notamment. La façon dont on prononce les voyelles est différente si on est fatigué ou pas. L'activité cérébrale, on peut mettre des petits capteurs qui viennent éventuellement aller chercher de l'activité cérébrale. Les mouvements de la tête, on a des accéléromètres évidemment. Si on est comme ça pendant un quart d'heure, on peut se dire que le contrôleur il est plutôt en train de dormir, donc ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Évidemment, on couple ça puisqu'on génère de la donnée. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a généré de la donnée, on peut coupler ça avec de l'intelligence artificielle, hein, des algorithmes qui viennent détecter des niveaux de fatigue. Et donc, voilà, on peut faire tout un tas de travail là-dessus. Je sais qu'il y a des gens de Thales, il me semble, qui sont aujourd'hui à la conf. J'ai assisté à une de leurs présentations assez récemment, à un webinaire de l'EASA sur le sujet de la fatigue dans les compagnies cargo. Et donc, ils ont présenté tout un tas de solutions en développement chez eux, super intéressantes, ce qu'ils appellent un projet de crew monitoring system. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai montré chez le contrôleur aérien, mais là pour le pilote, où on vient donc mettre des senseurs qui viennent capturer des états physiologiques, des paramètres cognitifs, etc. Donc, j'ai bien mis que c'était Thales qui travaillait là-dessus. Voilà, avec des idées de caméras, d'audio, etc., etc. Donc ça, je termine ma conf là-dessus, c'est pour vous montrer comment demain on peut essayer d'améliorer la gestion du risque fatigue. Alors, il va falloir faire ça avec les agents eux-mêmes, hein, ça c'est indispensable, mais on peut aussi compléter par l'outillage, hein, par l'amélioration ou la création de nouveaux outils qui viennent checker, donner des informations sur l'état de vigilance des agents eux-mêmes.